Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode d'Expat Expert, on retrouve Sarah Jane au micro, une avocate spécialisée dans les droits de famille, qui après avoir passé quelques années en Asie, plus spécialement au Japon et à Hong Kong, s'est fraîchement installée à Leeds en Grande-Bretagne. Dans cet épisode, on revient sur son parcours pro et perso et on termine avec une FAQ. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sarah Jane. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps ce week-end pour venir parler avec moi sur ce podcast. C'est un vrai plaisir pour moi de m'occuper en ce week-end un peu froid de début de janvier et de trouver un peu de chaleur en enregistrant ce podcast avec toi. Oh, c'est gentil. Alors, j'aimerais bien, parce que c'est d'accoutumer sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Oh là là, je vais essayer d'être concise. Alors, je m'appelle Sarah Jane, je suis franco-britannique. J'ai été élevée en France avec un papa vietnamien et une maman britannique, et j'ai toujours eu envie de voyager. Donc, je vis à l'étranger maintenant depuis 11 ans. J'ai fait une première expatriation je suis partie en 2011 au Japon pour suivre mon mari. Ensuite, nous sommes partis à Hong Kong et maintenant, depuis 2 ans, nous sommes en Angleterre, à Leeds plus précisément. Je sais que peu de gens connaissent cette ville située dans le Yorkshire, mais c'est environ 1 heure de Manchester. Et pour que les gens connaissent un peu plus. Et en fait, ça me prend 2 heures en train pour aller à Londres. Parce que les gens, en général, quand on leur dit on vit en Angleterre, ils pensent qu'on vit à Londres. Mais non, il y a plein d'autres villes en Angleterre. Et donc, c'est juste pour dire que je suis pas coupée du monde. Je ne suis qu'à 2 heures de Londres. Donc, ça me permet d'y aller régulièrement. Et puis, pour le reste du monde, hors Covid, bien entendu, bien sûr. On a même un aéroport international à Leeds. Ouh, tu vends bien. Et dis donc, t'es sponsorisée par l'office de tourisme de ta ville ou quoi? C'est ce qu'on me dit à chaque fois, mais en fait, j'aime tellement Leeds et les gens connaissent tellement peu que j'adore en parler. Mais alors, attends, si tu me dis que un de tes parents était britannique, ta mère, c'est ça? Oui, donc, ma maman. Coup, tu as toujours baigné dans l'accent purement anglais, c'est ça? Voilà. Même si j'ai été enlevée en France, mais j'ai toujours eu beaucoup de contacts. Enfin, ma grand-mère était en Angleterre, ma tante, mes cousins, donc j'ai toujours eu beaucoup plus de liens avec l'Angleterre au final qu'avec la France. C'est très bizarre. Et tu me disais ton père était vietnamien? Oui. Donc du coup, anglais, vietnamien et français ou juste anglais, français? Ou les trois? Non. Bah justement, ça c'est mon grand regret, c'est de ne pas parler vietnamien. Ok. Oh, tu sais que c'est marrant parce que maintenant vivant aux États-Unis et du coup ayant chopé l'accent américain, je trouve ça tellement plus sophistiqué d'avoir l'accent britannique que l'accent américain que du coup je dis à mon mari, purée, si j'avais su, j'aurais chopé un britannique plutôt qu'un américain. Oh, c'est trop... Bref, c'était ma petite aparté linguistique. Donc, très clair pour tes racines familiales. Et donc, du coup, de qui est composée ta famille alors? Alors, j'ai un mari français, Franck, et 2 enfants. Robin, qui a 12 ans, et Finlay, qui a 9 ans. D'accord. Et 2 chats. Oui. Bah, si tu veux les nommer, allons-y. Hein. Sushi et Toffee. Oh non, c'est vachement confusing ça. Oh la vache. Vous aimez bien, vous aimez bien vous challenger dans la vie, c'est très sympa. Et ouais, donc ça veut dire que tes enfants ont quand même grandi entre plusieurs continents, quoi. Oui. Et bah dis donc. Parce que Robin avait 2 ans et demi quand nous sommes partis au Japon. Et Finlay est né au Japon. Et après, en fait, ils ont été élevés à Hong Kong jusqu'il y a 2 ans. Eh bah dis donc. Et alors, raconte-nous un peu ton background professionnel en France. Alors moi, je suis avocate. J'ai fait mes études en France de droit
en double cursus. Après, donc, je suis devenue avocate et j'ai arrêté d'avocate pour être juriste dans l'associatif parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais. Et j'ai exercé, oui, pendant 5 ans en France dans l'associatif comme responsable juridique. Ok. Jusqu'à ce que je trouve mon poste de rêve qui était chez Amnesty International. Ah, Heu, sympa. J'adorais, enfin c'était vraiment, le Ouais. poste, idéal pour moi et c'est là que mon mari m'a dit: «Ah bah, j'ai l'opportunité de Merci, partir Francky. au Japon!» Ça faisait des années que je le tannais pour partir à l'étranger et donc ça a été un peu compliqué et en même Ouais. temps, pour moi, alors c'était ouais, en 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux fonctionnaient pas comme maintenant. Enfin, on a du mal à croire que on n'avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui. Et Mm. moi, quand je suis partie, je me disais, oh bah j'aurais pas de problème à trouver du travail au Japon. Ouais. Et voilà. Optimiste. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. Mais voilà, donc je suis partie au Japon pensant que j'allais trouver du travail. Je n'en ai pas trouvé. Mm. Et donc j'ai passé 3 ans en étant maman. Enfin voilà, Oui, à c'est t'occuper là-bas que de... je dis toujours que c'est là-bas que je suis vraiment devenue maman parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je m'occupe de mes enfants. Euh, mais ça m'a vraiment motivée à trouver du travail quand on est arrivé à Hong Kong parce que voilà, j'avais réalisé qu'il fallait quand même que j'ai une petite activité. Ah ça, je veux bien te croire. Voilà, en parallèle. J'étais pas forcément carriériste, mais il me fallait autre chose Oui, que mes une enfants. activité cérébrale. Non, non, je Voilà. te comprends bien. Et c'était très compliqué au Japon parce que malheureusement, j'étais entourée de personnes qui ne voyaient pas, enfin qui ne comprenaient pas mon désir de retrouver une activité professionnelle. Donc je me sentais un peu seule. Mais quand je suis arrivée à Hong Kong, il y avait un autre état d'esprit qui était, voilà, tout le monde pouvait, enfin si on voulait travailler, le conjoint suiveur pouvait trouver du travail, ce qui était Mm. très différent de ce qui se passait à Tokyo où à l'époque il y avait celui qui suivait ou celle qui suivait avait du mal à trouver du travail. Et donc arrivé à Hong Kong, de toute façon j'avais pas le choix, il fallait que je trouve un travail pour pouvoir nous permettre de rester à Hong Kong. Et je savais pas trop quoi faire après 3 ans de pause. J'étais pas sûre de vouloir retourner dans le droit. Enfin, voilà. Ouais. Et je me suis quand même dit essaie de trouver quelque chose qui te permette déjà de gagner un peu d'argent. Mhm. Et j'ai répondu à des annonces d'assistante juridique, puisque le système, en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le système juridique hongkongais est très différent du système français. Donc c'est un système, un système complètement différent, donc très difficile pour une avocate juriste de droit civil de trouver du travail dans un pays qu'on appelle, enfin c'est un droit de common law, comme en Angleterre Ok. ou aux États-Unis. Donc déjà c'était plus compliqué, pas impossible. Donc je me Ok. suis dit essaie de rentrer dans un cabinet et puis on verra ce qu'il adviendra. Et donc j'ai répondu à plein d'annonces. Et j'ai eu des entretiens et il y avait un cabinet d'avocats où en fait mon profil les a intéressés parce qu'ils cherchaient une avocate étrangère. Ah, Donc ça tombait bien. t'es bien tombée. Ouais, ouais. Voilà. Et donc j'ai été embauchée dans un premier temps à l'époque pour faire du business développement, ce qui se fait beaucoup à Hong Kong, pour développer la clientèle française. C'était un D'accord. cabinet typiquement hongkongais, il y avait que des Local. Hongkongais Ok. dedans. Et l'idée, c'est qu'ils voulaient développer leur clientèle française. Et j'ai fait beaucoup de networking. Enfin, j'ai fait au moins 1 an de networking au sein de la communauté française. Et je me suis aperçue, en faisant ça, qu'il n'y avait pas d'avocats en droit de la famille, ou du moins d'avocats qui pouvaient répondre, tu sais, aux questions que les gens se posent quand ils sont dans un pays étranger. Tout Enfin, ce qui d'un est point droit de de la vue famille. perso, c'est ça, pas Voilà, d'un point de vue corp. exactement. Il y Ouais. avait des avocats français, tout ce qui était droit des affaires, voilà, ça il y en avait beaucoup, enfin Oui, de beaucoup. la fiscalité, ce genre de Voilà, choses. il Ouais. y en a pas énormément, mais il y en avait quand même. Alors Ouais. qu'en droit de la famille, il y en avait pas, et souvent, on me demandait est-ce que tu fais des divorces, est-ce que tu fais des testaments. Et comme c'était quand même une matière qui me plaisait beaucoup parce que j'avais travaillé là-dedans, et puis voilà, c'est toujours une matière qui m'avait profondément intéressée, le côté humain.
Et Oui. j'aime beaucoup aider les gens, etc. Donc, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. Ouais. Et voilà. Et pendant 5 ans, voilà, j'ai développé mon activité essentiellement pour répondre aux questions des Français qui vivaient à l'étranger. Alors, ça a commencé à Hong Kong et puis après, ça s'est développé un peu partout en Asie du Sud-Est. Et c'est comme ça que j'ai commencé par développer mon activité. Ok. Euh, alors, je vais poser des questions qui vont peut-être te paraître complètement idiotes, et je m'en excuse par Il avance. n'y a pas de question idiote, il n'y a jamais de Mais, question idiote. mais alors, donc du coup, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne par pays, parce que donc tu es avocate française, mais tu exerces à Hong Kong. Mais ça veut dire que donc quel droit est applicable? Est-ce que c'est le droit local? Est-ce que tu offres des conseils en tant que applicable au droit international, au droit français? Tu vois, j'arrive pas à comprendre Ouais, un peu ouais, c'est vrai que les abysses des droits internationaux. c'est un peu compliqué. En fait, moi, je suis avocate française et que j'exerce à l'étranger. Donc, je Ok, suis avocate française inscrite à Hong Kong comme ok, avocate étrangère. Et ok. ça, c'est propre à Hong Kong, c'est-à-dire qu'à ce titre, je peux exercer, mais je ne peux pas faire de droit hongkongais. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas aller à la barre Je ne peux pas plaider. Je ne peux Ok, pas plaider, plaider, je ne c'était peux ça pas le aller au mot. tribunal. Je ne peux pas représenter des clients devant les juridictions hongkongaises. Et ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays. En fait, quand tu es avocat français, il y a des accords avec on va dire, de façon générale, les barreaux. Dans chaque pays, il y Ok. a des barreaux, des organismes qui gèrent le métier d'avocat. Mhm. Et selon les pays, tu as des pouvoirs d'exercer plus ou moins grands. Il y en a qui... Alors, dans certains pays, tu vas pouvoir avoir une équivalence et pouvoir exercer en tant qu'avocat, aller plaider, etc. Mais dans la majeure des parties, ce qui est un peu... On le comprend par le fait que tu connais pas le droit local. Oui. Donc, c'est un peu compliqué d'aller représenter des gens si tu connais pas le droit local. Donc ça veut dire comment tu fais? Tu fais la coordination entre le client français et son avocat en local, lui dire, bon, bah, moi, voilà ce que je te conseille d'appuyer comme point pour que ton avocat puisse au mieux te défendre, c'est ça? Alors, ça va dépendre. Ça va être soit le client va juste avoir besoin de conseils en droit français. Donc, dans Ok. ce cas-là, je peux les représenter sans problème. Soit, et ça, c'est le gros de mon activité, c'est du droit comparé. C'est-à-dire comparer le droit français et le droit hongkongais pour voir ce qui est le plus... Ça va être la première étape. C'est-à-dire que, ayant exercé pendant 4 ans même plus maintenant, mais dans un cabinet local, j'ai travaillé avec des avocats locaux. Et Mhm. donc, j'ai acquis une certaine connaissance du droit local. Oui. Donc, je peux dire, voilà, dans tel cas, vaut mieux aller voir un avocat local. Et dans ce cas-là, selon ce que veut le client, soit je continue de l'assister et justement faire, comme tu le dis, le lien entre les deux, ou tout simplement, comme je travaille toujours dans un cabinet hongkongais, eh ben, je vais confier son dossier à un Un confrère ou à confrère. une consoeur dans mon Ok, cabinet. je vois. Et alors, du coup, au final, est-ce que tu passes le barreau de Hong Kong ou non? Ou tu Alors, restes entre guillemets avocat je, français à je, je, l'étranger? je me suis posé la question justement de savoir est-ce que ça m'apporterait quelque chose pour conseiller mes clients de passer le barreau de Hong Kong, et je me suis dit que j'allais pas y passer ma vie à Hong Kong vu ce qui se Hmm. passe à Hong Kong et en fait ce qui s'est passé puisque je suis partie de Hong Kong, mais pendant longtemps je me suis posé la question et c'est quand même lourd de passer les examens pour Oui, devenir non, sollicitor j'imagine. à Hong Kong. Donc voilà, j'ai pesé le pour et le contre, et comme je me disais que j'allais pas y passer ma vie, c'était pas un investissement en temps que je voulais faire. Par contre, je suis en train de passer justement l'équivalent en Angleterre, pour être sollicitor en Angleterre. D'accord. Donc Parce que tu te projettes sur le long terme voilà, dans cette plus. superbe ville Voilà, à qui a Leeds, je le 2 heures rappelle. qui a un aéroport international, on Voilà. n'oublie pas, les gars. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la difficulté avec Hong Kong, c'était la mentalité, enfin l'état d'esprit, qui était plus compliqué, un peu plus éloigné de nous la mentalité, la façon de penser des Anglais. Je sais pas si ça fait D'accord. un sens. Tu veux dire que les Anglais sont sarcastiques et pas les Hong Kong. C'est ça que t'es en train de dire? Ouais, moi je suis championne du sarcasme, donc.
Pourquoi vous avez quitté Hong Kong alors, 5 ans après? Parce que les choses c'était juste avant, on est arrivé juste avant la pandémie. Donc, Mmh. mais c'était parce que à l'époque, je pense qu'on a un peu oublié ça, mais il commençait à y avoir beaucoup de manifestations à Hong Kong Ah oui, oui, oui. et la vie commençait à être un peu compliquée. Instable, ouais. Voilà, Ouais, ouais. instable déjà. Les enfants avaient été privés d'école pendant quelques semaines déjà. On pouvait plus se déplacer comme on le voulait à cause des manifestations justement. Mmh. Enfin, c'était pas encore, mais ça laissait présager du fait que Hong Kong allait changer. Ouais. Et puis Et moi, pas en positif manifestement. voilà. Et moi, en plus d'un point de vue personnel, autant je suis tombée complètement amoureuse du Japon et, et j'adore le Japon, autant je n'ai jamais accroché avec Hong Kong. Ouais. Parce que les gens me comprennent. Voilà, je suis un peu une extraterrestre, mais ouais, je pense que si je l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été sûrement différent. Donc voilà, et donc on a décidé de partir. À un moment où pour moi, professionnellement, après avoir bien galéré pendant quelques années dans mon cabinet, enfin galéré dans le sens où c'était pas facile au niveau culturel, Mmh. puisque j'étais l'une des seules étrangères. Après, j'ai fait rentrer d'autres françaises, mais au début, j'étais vraiment la seule. C'était un peu compliqué. Et en fait, 6 mois avant qu'on prenne la décision de partir, j'ai changé de cabinet. J'ai rencontré Janice, avec qui je travaille maintenant. Et en fait, Janice, c'est une Malaisienne qui est venue vivre à Hong Kong, qui a épousé un Français. Et qui a ouvert son cabinet d'avocat à Hong Kong. Et on s'est rencontrés et tout de suite, voilà, ça a bien Matché. matché, comme on dit, en français. On Oh s'est tout de purée. suite bien entendus et elle m'a demandé d'intégrer son cabinet comme consultante et je l'ai pas regretté parce que 2 ans après mon départ de Hong Kong, alors que ça faisait que 6 mois qu'on se connaissait, je fais toujours partie du cabinet là-bas. Ah, c'est On chouette. travaille ensemble. Enfin, enfin toutes les semaines, on se parle. Voilà. Enfin, je fais partie encore intégrante du cabinet et j'ai ouvert la filiale de son cabinet en Angleterre. C'est dommage parce que c'était au moment où vraiment, enfin, je trouvais une ambiance de travail très agréable dans un cabinet à Mmh. Hong Kong que je suis partie physiquement. Je sais pas si ça fait du sens, mais Oui, je oui, pense mais que c'est l'histoire de ta vie, ça, entre Amnesty voilà, International et ça. voilà, c'est un peu ça. Mais c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie et Oui, et puis d'être physiquement là ou pas, au final, on se rend compte aujourd'hui que ça a pas trop d'impact. voilà. Donc, Oui, puisque non, en fait, mon activité est encore essentiellement à Hong Kong. et alors pourquoi, Leeds au UK alors? Alors Et pas à Londres, par exemple? Le UK, c'était parce que voilà, de toute façon, c'était quelque chose enfin, mon projet, j'avais toujours voulu vivre en Angleterre. Euh, et quand on a décidé de partir de Hong Kong, le UK, c'était une évidence, mais où? C'était une autre paire de manches parce que donc j'ai de la famille à Londres, j'ai de la famille donc dans le Yorkshire et tout ce on savait qu'on ne voulait pas vivre à Londres. En fait, on a fait Paris, Tokyo, Hong Kong, des villes où ça allait à 100 à l'heure. Ouais. Et on en avait assez en fait. Et on voulait pas passer du temps dans les transports. On voulait une qualité. Si on quittait Hong Kong aussi, c'était pour avoir une qualité de vie, moins de stress. C'était de se dire qu'on voulait couper avec la vie qu'on avait eue à Hong Kong et voilà, et avoir plus de temps de qualité. Et en fait, j'ai mon cousin qui habitait pas loin de Leeds, dans un petit village, qui m'a dit, écoute, il y a quand même pas mal de Français à Leeds, tu pourras quand même développer ton activité parce que c'était quand même un Oui, critère. c'était ça quand même, ouais, c'est quand même Voilà, d'avoir des des clients clients. à portée de main quand même. Exactement. Donc il m'a dit, je pense que et pour Franck, c'était aussi de trouver un endroit où il aurait pas de mal à retrouver du travail aussi. Tous les deux, c'était un peu ça, même si moi je continuais mon activité à Hong Kong. Et en Ouais. fait, Leeds, voilà, on est venu en rendant visite à mon cousin. On s'est arrêté à Leeds. On a bien aimé la ville. On s'est dit, bah allez, on tente le coup. Et on n'a pas regretté, comme tu as pu Oui, bah l'entendre. oui. D'ailleurs, je suis sur Google, je suis sur Google Images. Je suis en train de regarder le Leeds City Market. Il ressemble vachement au bâtiment des Galeries Lafayette, hein, Voilà, c'est un avec très le beau petit dôme bâtiment. comme ça. Très Voilà. sympa. Donc,
Donc, vous clôturez ces 8 ans de vie en Asie pour Ouais, retourner sur cette superbe ville qui est Leeds. voilà. Euh, Alors, du coup, aujourd'hui, tes clients, ils sont où? Alors, c'est qui majoritairement tes clients? C'est des expats français en Asie, en Europe? C'est des locaux? Ouais, en fait, depuis, alors je garde beaucoup en fait, c'est des clients français, en général. La majorité, ce sont des Français qui vivent à l'étranger. D'accord. Donc encore beaucoup, à Hong Kong, Mhm. ou en Asie. Et puis j'ai développé ma clientèle, en Angleterre, des locaux, enfin des Français locaux en Angleterre, Oui, en des gros. immigrés, quoi. Voilà. Appelons un chat un chat. Ok, bah écoute, c'était clair pour ta partie perso à toi et ton background perso/pro. J'aimerais bien qu'on démarre une petite FAQ, foire à questions, comme ils disent en français. Donc, ça va être dur de poser des questions un peu larges, étant donné que chaque pays a sa propre potion magique. Est-ce que, par exemple, donc si on démarre sur la catégorie mariage et divorce, quelles sont, selon toi, les problématiques ou les questions récurrentes que tu reçois de la part de tes clients? Alors je pense que, comme tu le dis, c'est pas évident de répondre, mais ce qui est important, il y a des choses que je rencontre régulièrement, des idées reçues ou on dit en anglais des misconceptions, mais j'arrive pas à trouver un Oh, mot cet accent. équivalent. Misconception, oui, des confusions. Voilà. Hmm. Que j'entends souvent, enfin les gens me posent souvent les mêmes questions, et je pense que la première chose, c'est que souvent les gens pensent que parce qu'ils se sont mariés à l'étranger, bah le droit français s'applique plus à eux. Ça, c'est une première chose. Par exemple, pour parler concrètement, ils se sont mariés à l'étranger, donc ils pensent qu'ils peuvent pas divorcer en France Hmm. et qu'ils sont coincés à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est pas vrai. Il y a toujours une possibilité de pouvoir divorcer en France. Donc ça c'est une D'accord. première chose. Il y a une autre. Enfin alors après, je sais pas comment, parce que ça rentre dans les détails, mais souvent les gens confondent également la célébration du mariage en lui-même et le contrat de mariage, Ah, qui sont deux oui. choses différentes. L'un, c'est le fait d'être marié, et le contrat de mariage, c'est un contrat par lequel on va décider de choisir si on est marié sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime de la communauté. Et c'est deux choses différentes. Ok. Si par exemple je prends mon cas où je me suis mariée avec un local et j'ai fait transcrire mon mariage américain en France. Oui. Donc du coup, je peux faire appliquer le droit français à mon mariage qui a été acté, qui a été contractualisé aux États-Unis? Alors, ça dépend de ce que tu veux dire par appliquer le droit français. Par exemple, si je prends ton exemple, il y a beaucoup de gens qui vont pas faire retranscrire leur mariage en France. Ils vont se marier à l'étranger et ils vont se dire bon bah je fais pas retranscrire en France. Des fois, c'est en se disant sur un malentendu, peut-être que si je veux divorcer un jour, comme ça, j'aurai pas à divorcer parce qu'il sera pas retranscrit en France. Il y a des gens qui pensent réellement, ah mais moi je me suis mariée à l'étranger, mais comme j'ai pas fait enregistrer en France, bah je suis pas mariée en France. Ça c'est un point important parce que à partir du moment où ton mariage il a été valablement célébré à l'étranger, il est valable en France. Tu es marié en France. Bah tu vois, je savais pas ça par exemple. Moi, je sais que j'ai fait retranscrire mon mariage en France pour avoir mon livret de famille pour mes enfants, pour qu'ils aient Voilà, la nationalité française. Je l'ai pas fait en me exactement. disant si un jour cocorico je décide de me séparer de mon conjoint, je vais faire appliquer mes droits français à l'international, tu vois? Ouais, parce que de toute façon, c'est pas automatique non plus. Ouais. Mais c'est vraiment, en fait, la raison pour laquelle on va faire retranscrire son mariage, c'est d'une part, pour ce que je te dis, c'est de se dire, de toute façon, il est valable le mariage. Euh, Hmm. et justement, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, oh là là, je me suis mariée à l'étranger, j'ai pas fait retranscrire mon mariage, donc je peux pas divorcer en France. Ben non, il suffit de le retranscrire à ce moment-là. C'est juste que ce que je dis souvent à mes clients qui se marient, c'est vous êtes dans la paperasse au moment du mariage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent «Ah, c'est plus simple à l'étranger, on n'a pas envie d'avoir affaire à l'administration française pour faire une publication des bans, etc.»
Ouais. Je dis, bah, autant le faire à ce moment-là parce que de toute façon, en général, les documents qui sont à produire à l'administration française sont les mêmes que ceux que vous produisez pour vous marier à l'étranger de toute façon. Mais ça, je sais pas. Après, parce que Donc, il y a des je petites suis aux US. différences. Ah oui, 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 je pense parce que moi, je me suis jamais posé la question. Et je sais en tout cas aux États-Unis, ils demandent des documents, mais à suer. Ah L'ambassade ouais, française, à aller faire une apostille. ouais, Tu sais même pas où aller chercher ce ouais, truc-là. ouais. Ça n'existe. Tu demandes à un local, il ne sait pas ce qu'est une Ils savent apostille. pas, ouais. Euh, donc, c'est vrai que je me suis penchée sur la question du livret de famille seulement quand mon fils est né. Donc, Ouais, j'ai attendu facile 5 6 ans. Mais ouais. tu vois, Non, mais ça je m'est comprends. jamais venu Enfin, à l'idée d'aller le refaire retranscrire en France. Parce qu'il y a aussi cette idée de je vais pas aller vivre en France, donc pourquoi j'irai m'embêter à aller faire retranscrire mes documents dans mon pays d'origine. Tu vois ce que je veux moi, je dire? suis tout à fait d'accord. Enfin, de toute façon, quand on vit à l'étranger, on se sent tellement coupé de la France de toute façon. Enfin, certaines personnes. Après, il y en a qui Oui, restent oui, bien très, sûr. très, très attachés à la France. Une des raisons pour lesquelles il est important de le faire, c'est ne serait-ce que pour avoir le statut de conjoint. S'il arrive quelque chose, on est plus protégé. Alors, peut-être pas dans un couple mixte, mais si, en fait, par exemple, si on voit si les femmes enfin locales qui sont mariées à des Français, elles peuvent bénéficier d'une retraite ou d'une protection. On ne sait jamais si elles décident après le décès de leur conjoint d'aller Oui, vivre en France pour leurs enfants, par exemple. Ça sera plus simple si le mariage a déjà été retranscrit. d'accord. Ça, C'est un bon point. Oui, ça, en fait, moi, je dis toujours de le faire quand tout va bien, parce que souvent, quand on doit le faire, c'est que soit parce qu'il y a un divorce, soit parce que il y a un décès. Et c'est oui. toujours beaucoup plus compliqué de devoir gérer, comme tu dis, la paperasse là, à n'en plus finir, quand en plus on a beaucoup de choses à gérer qui sont pas faciles Oui, il à y a le gérer. bagage émotionnel Ouais, derrière. ouais, ouais. C'est pour Oui. ça que je conseille de le faire. Après, voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, faut pas aller se remarier pensant que le mariage n'est pas valable en France parce qu'on l'a pas retranscrit. C'est Mm. ce que c'est le message que j'essaie de faire passer. Et donc, par défaut, c'est quoi le contrat initial? C'est-à-dire, si on se penche pas sur le sujet à se dire, moi j'ai des sous, je veux pas te les filer au cas où. euh, du coup, quel est le setup par défaut, en tout cas en France, Alors, des contrats de mariage? en France, si vous êtes franco-français et que vous mariez en France, euh, il y a un, il y a un régime légal qui s'applique de facto. Enfin qui s'applique, même si on va pas chez son notaire. Donc on Oui, sait que c'est la communauté réduite aux acquets. Et voilà, ça s'applique. En France, en fait, si on reste en France et qu'on est marié à un Français, c'est vrai qu'on se pose pas trop la question, comme tu le dis, sauf si on a des avoirs à protéger, une oui. fortune personnelle par exemple. Après, ça se complique au niveau international, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on part vivre à l'étranger, la loi a évolué, c'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser dans le temps, il y a trois périodes. Il y avait les mariages célébrés avant 1992, il y a les mariages D'accord. entre 92 et 2019, et il y a les mariages depuis 2019. La loi a changé, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en 92 et une nouvelle loi en 2019. Pour ceux qui se sont mariés entre 92 et 2019 et qui n'ont jamais fait de contrat de mariage et qui sont partis vivre à l'étranger, Oui. il faut faire attention parce que pendant cette période-là, il y a ce qu'on appelle la mutabilité automatique de ton régime matrimonial. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont mariés en France sans contrat de mariage pendant cette période-là, qui Mhm. pensaient que le droit français s'appliquait à leur mariage. Donc ils pensaient qu'ils avaient une communauté réduite aux acquets Oui. et qui sont allés vivre, par exemple, en Inde. J'ai eu cet exemple-là, donc j'en parle. Ok. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu passes plus de 10 ans dans un pays et que tu n'as pas fait de contrat de mariage, au regard du droit français, eh ben, automatiquement, bah, c'est la loi de ce pays-là qui s'applique. Et par exemple, dans ce pays-là, c'était la séparation de biens. Ok. Donc c'est complètement différent. Donc il y a des gens qui peuvent tomber des nues et penser que bah voilà, au moment d'une séparation, bah ils ont le droit à tout, sauf ce qui avait été acquis avant le mariage. Et en fait non, ils s'aperçoivent que non, ils ont le droit que à rien parce que tout a été acheté au nom du conjoint. D'accord.
Donc c'est un des points qui est enfin si votre mariage a été célébré pendant cette période-là, il faut quand 90, même donc entre 1992 et 2019, faut faire voilà, il attention. vaut mieux aller prendre conseil. Ensuite, quand tu demandes si on parle de ta situation à toi et que tu ne fais pas de contrat de mariage, tu vis aux Ouais. États-Unis. Je ne connais pas la loi exacte de là où Mhm. tu habites parce que ça, aux États-Unis, c'est un peu compliqué parce que ça Oui, change selon et les c'est par États. état. Donc, faut Ouais. vraiment prendre conseil. Si tu devais te séparer et que tu décides, enfin, tu divorçais devant un juge américain, de toute façon, le juge américain, il appliquerait son droit, le droit de l'État. Je donne un exemple concret, comme ça c'est plus facile. Si par exemple tu décidais de divorcer en France, eh ben qu'est-ce qu'il dirait le juge pour savoir. En fait, il y a plusieurs questions qui se posent, mais une des questions c'est de savoir comment sont partagés les avoirs d'un couple. Oui. Il dirait, est-ce que vous avez fait un contrat de mariage? Toi, tu dirais non. Il dit, Non. dans ce cas-là, vous vivez depuis quand vous êtes mariés, vous viviez aux États-Unis. Oui. Donc, en fait, le critère, même maintenant, c'est si on n'a pas fait de contrat de mariage, on regarde quel a été le pays qui a été le premier domicile commun des époux après leur mariage. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai depuis déménagé dans 3 autres États, ce serait quand même toujours regarder l'État de New York. Voilà, le droit de France, ça c'est le droit français qui te dirait ça. Oui, oui. Voilà. Donc il se référait au droit de l'État de New York. Alors il faut quand même que tu aies vécu enfin si c'était que 6 mois et qu'après t'es déménagé à Détroit, tu vois, pendant toute la durée de ton mariage, peut-être qu'il y a possibilité de. Mais en général, on Oui, regarde le premier domicile commun. je vois. Mais alors, comment ils se démènent? Comment vous démenez les avocats? Parce que, du coup, quel est le droit qui prime sur l'autre? C'est le droit qui est en local, on est d'accord? Parce que Non, si on est pas expatrié forcément. français, pas Ouais. forcément? Oh. Bah tu te rends compte qu'en pratique si, Oui, mais c'est pas évident parce que souvent tu te retrouves, c'est pour ça qu'il y a des divorces qui vont durer des années et que on est beaucoup à prôner la médiation et essayer de trouver un accord plutôt que de s'enliser dans des procédures à oui, ne plus finir où en fait au final on s'aperçoit qu'on a dépensé tout l'argent pour les avocats. Là je c'est me tire ça, une ouais. balle dans le pied, mais bon. Non, non, mais, Moi je non, mais trouve ça, qu'on soit concret, mais ça coûte voilà, non, cher mais quand moi même, je trouve ça, surtout aux États-Unis. voilà, j'ai jamais compris et je pense que c'est toujours mieux de pouvoir se mettre d'accord et de se rappeler que à un moment donné on était amoureux quand même Ouais, et que il y a des enfants très qu'il faut souvent, ouais, dans le protéger lot. et Ouais, que en se disputant pour de l'argent, même si on essaie de protéger ses enfants, bah les enfants malheureusement sont victimes, enfin se retrouvent entre les deux. Donc ouais, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire traîner une procédure de divorce internationale, ça peut traîner. Euh, ouais. Parce que le temps, tu peux te disputer pour savoir quel est le juge qui est compétent. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va saisir en France, par exemple, tu sais, dans des cas où les gens auraient fait un contrat de mariage français, et il y en a un qui a intérêt à ce qu'il soit appliqué en France, et puis l'autre, il sait très bien que s'il saisit un juge aux États-Unis, ben son contrat de mariage, il sera pas appliqué. Et ben les deux saisissent, un va saisir en France, l'autre va saisir un juge aux États-Unis. Et ben Oui, après, il va y avoir une bataille rien que pour savoir quel est le juge compétent, avant même, tu vois, de rentrer dans le vif du sujet. oui, Après, une fois que tu sais quel est ton juge, il y en a un qui va devoir se désister au profit de l'autre. Mais des fois, si je vois entre Hong Kong et la Chine, par exemple, des fois on a deux procédures parallèles. Et c'est à celui qui va rendre une décision en premier, qui oh sera pas l'angoisse. forcément exécuté dans l'autre pays. Tu Ouais, vois, on peut vraiment, si on ne trouve pas d'accord, ça peut vraiment devenir un cauchemar. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours, en tout cas, parce que je pense que la question qui est sous-jacente, c'est de savoir comment justement le conjoint qui est en situation plus financière plus faible, par exemple, pour parler concrètement, c'est encore oui, plus souvent la femme qui va arrêter de travailler pour s'occuper des enfants, par exemple. c'est ça, Comment oui. elle peut se protéger dans le cadre d'une procédure de divorce? Et il y a quand même des mécanismes qui visent à protéger, alors quel que soit le pays.
à prendre en compte les sacrifices qui ont été faits. D'accord. Après, bien sûr, t'entends toujours des histoires horribles sur elle s'est retrouvée sans rien, sans argent. Puis de l'autre côté, t'as les maris qui disent ah oui, mais elle a plumé son mari, elle est partie avec tout. De Oh là toute là. façon, Oui. t'entendras toujours tout et son contraire. Tu sais, quel que soit le bord, que tu sois du côté d'une femme ou d'un homme, tu vas entendre toutes les histoires. Après, malheureusement, c'est comme partout. T'as des avocats qui vont pas avoir de scrupules à lancer des procédures et à s'enliser dans des procédures parce que je devrais pas dire ça, mais Je sais pas, tu avais vu le film Marriage Story avec Scarlett Johansson et Adam Driver sur Netflix? Je crois qu'il est oui, sorti. oui. Toi, ça me fait penser à ça où, au final, c'était un couple qui s'aimait et tu les vois. Il est triste à souhait ce film, mais Ouais. il est réaliste. Et à la fin, tu vois que l'avocate de la femme, la femme voulait essayer vraiment de lisser au maximum son divorce, Mm. tu vois, elle lui dit à la fin, oh, bah, je t'ai fait gagner un week-end en Ouais. plus. Et elle dit, Ouais. bah, pourquoi je l'ai pas demandé? Elle fait, oh, bah, il faut bien le faire payer. Tu vois, alors que, Mm. et ça montre bien vraiment à quel point parfois les avocats qui sont dits excellents sont pas, enfin, en tout cas, ne mettent pas de côté, enfin, mettent de côté l'aspect humain quand même qui reste Mm. derrière. Ça me fait penser d'ailleurs, quel est le mieux dans ce type de procédure? Est-ce que c'est mieux de se rapprocher d'un avocat local, un avocat spécialisé dans des droits internationaux en plus du droit local, ou un avocat qui parle ta langue et qui est en général français? Alors, idéalement, c'est toujours une question de coût. Idéalement, il Ouais, faudrait avoir l'avocat local, l'avocat français qui fait du droit international, en gros. ouais, Après, c'est pas toujours évident. Moi, je conseille quand même d'avoir des avocats. Alors, par exemple, en France, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Maintenant, t'as beaucoup d'avocats qui font du droit international. Donc, tu peux trouver ce que tu veux à Paris. Et le mieux, c'est quand même d'avoir un avocat international moi, je dirais, il y a quand même beaucoup de personnes comme moi qui ont vécu à l'étranger et qui sont retournées à Paris. Et je trouve que c'est quand même super important d'avoir cette expérience, de savoir ce que c'est que de vivre à l'étranger et de pas savoir vers qui se tourner et d'avoir c'est une façon de penser différente pour ouais, prendre en compte ce qui se passe dans le pays dans le pays étranger. Donc idéalement, il faut déjà savoir quels sont tes droits dans le pays où tu es. Ça c'est le plus important parce que dans un cas comme le tien où tu es marié à un local, il faut quand même se protéger aussi et être sur un pied d'égalité avec le conjoint. Et l'avocat français, il est indispensable parce que, en fait, au final, il faut savoir où est-ce que c'est dans ton intérêt de divorcer. Tu vois, par exemple, moi, pour mes clients qui sont en Angleterre ou à Hong Kong, pendant mon premier rendez-vous, je peux leur donner une vision globale de ce qui se passerait s'ils divorçaient à Hong Kong ou de ce qui se passerait s'ils divorçaient en France. Tu vois, je peux ce qui déjà permet d'avoir une vision globale et après, je leur conseille toujours, si on voit qu'il y a quand même plus d'intérêt à divorcer à Hong Kong, d'aller prendre une consultation avec une consoeur qui est spécialisée en droit de la famille hongkongais. Tu vois, un peu plus, pour d'accord. entrer plus dans les détails. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir 2 consultations sur les 2 droits pour savoir, pour vraiment avoir toutes les informations pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est dans le D'accord. scénario idéal. Après, en Ouais. pratique, il y a des questions d'urgence, il y a des questions il y a pas toujours des avocats comme moi, francophones, là où tu C'est ça, habites. ouais. Ouais. Donc dans ce cas-là, bah oui, en effet, alors soit tu es dans un pays, malheureusement, par exemple, les consulats ou les ambassades sont pas d'une grande aide. Ils ont des listes d'avocats, mais qui soit sont pas mises à jour, soit pas. Enfin, t'as Mm. pas vraiment d'aide de ce côté-là. Par exemple, en Angleterre, je sais que tu peux aller avoir des consultations juridiques gratuites, tu sais, dans les mairies. Donc peut-être Ouais. que moi, je conseille toujours pour ceux qui n'ont pas les moyens d'essayer quand même d'avoir. Alors, je déconseille Internet, absolument. Je pense que c'est vraiment la chose à ne pas faire.
mais essayer d'avoir, tu vois, ne serait-ce qu'une consultation avec un juriste local pour avoir une idée de ce qui est possible de faire déjà, parce que tu sais, t'as certains pays, par exemple, si je prends l'exemple du Vietnam, deux Français pourront pas divorcer au Vietnam, alors qu'ils y résident. Eh ben, dis Donc, donc, oui, tu vois, c'est savoir quelles sont les particularités du pays dans lequel tu vis. je vois. Ok, donc ça, c'était quand même pour l'aspect un petit peu plus à voir, actif. Si on rentre dans le vif du sujet qui parfois fait le plus mal, à savoir les enfants, Ouais. je pense que le cas que j'entends le plus, en tout cas, c'est vraiment le cas où la femme souhaite rentrer dans le pays d'origine, c'est-à-dire en France, Ouais. et que le mari se dit, bah en fait non, moi j'ai une situation professionnelle ici, je veux rester ici. Ouais. Et malheureusement, je vois beaucoup de cas où c'est pas un divorce, c'est une séparation, où la femme rentre avec les enfants et le mari reste sur place. Et en fait, on en vient parfois à la question de l'enlèvement des enfants. Ouais, c'est des dossiers qui sont très très délicats. Parce qu'il y a le côté humain enfin, c'est les enfants. Enfin, c'est toujours très difficile. Il y a pas de solution concrète. Enfin, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents sont pas d'accord, il y en a un qui va. Alors, c'est toujours déconseillé d'enlever ses enfants enfin, c'est toujours déconseillé Oui, parce que ça, par la suite, de toute façon, ça jouera en défaveur du parent qui aura enlevé ses enfants. Dans la plupart des pays, il faut, pour pouvoir partir sans l'accord de l'autre parent, il faut avoir un projet, c'est-à-dire démontrer que c'est plus facile quand il y a un parent qui travaille beaucoup et l'autre qui travaille pas, parce que c'est plus dans l'intérêt des enfants d'être avec le parent qui. Enfin, je te dis ça, mais ça dépend au cas par cas. Mais tu oui, vois ce oui, que je bien veux dire? sûr. C'est ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt des enfants. En général, c'est ce que prévoient les lois locales. Il faut toujours regarder l'intérêt des enfants. Après, déterminer quel est l'intérêt des enfants, c'est toujours très compliqué, parce que l'intérêt des enfants, c'est de voir leurs deux parents. Après, Ouais. si on arrive à voir, et je le vois dans des dossiers, c'est-à-dire que quel est l'intérêt des enfants? Est-ce que c'est de voir ses parents 50-50, ou est-ce que c'est de repartir dans le pays d'origine avec une maman qui sera plus épanouie et de pouvoir voir le papa à toutes les vacances Oui. avec des bons moments de qualité. Enfin, et puis c'est surtout au long terme, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients, c'est très bien, vous voyez maintenant, vous divorcez, vous voulez que votre épouse reste dans le pays où vous êtes parce que vous avez une situation professionnelle qui est bien, mais dans 2 ans, vous allez partir dans un autre pays. Elle va être obligée de vous suivre dans l'autre pays avec les enfants. Vous voyez, Ouais. c'est ça les problématiques qu'il faut faire voir aux clients. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, idéalement, ça va être très dur pour l'un ou l'autre de ne plus voir ses enfants tous les jours. Mais c'est pas juste d'imposer à un enfant, par exemple, de changer tous les 2 ans, alors que les parents sont plus mariés, alors que ça serait Ouais. quand même mieux qu'ils aient une vie stable en France si l'un des conjoints décide de retourner en France pour avoir des attaches familiales, parce qu'au final, ils sont quand même français. Après, c'est plus compliqué dans les couples mixtes. C'est ça, c'est que, par exemple, j'imagine quand t'es le conjoint suiveur et que tu veux te séparer de ton mari, bah tu te dis, bah moi j'ai personne en plus pour m'aider Ouais, ici, ma famille est en exactement. France, donc il y a une raison Ouais. valable quand même et Ça se mentale. justifie. Moi, j'ai plus de problèmes euh, à Hong Kong où les deux parents travaillent. Et par conséquent, il n'y en a pas un qui s'occupe plus des enfants que l'autre. Et Hmm. donc là, c'est très difficile. Si l'un dit, bah, moi, je rentre en France, c'est très difficile. Et c'est pour ça que là, les familles peuvent se retrouver bloquées pendant des années. Parce que tant que le juge ne se prononce pas, et le juge met du temps à se prononcer, et puis Ouais. les enfants passent plus de temps à Hong Kong, par exemple, donc c'est compliqué. Ouais. Ça peut être très compliqué. Mais quand il y en a un qui a pas d'activité professionnelle et qui arrive à prouver au juge que ses raisons de rentrer en France sont pas pour nuire, parce que le juge, il a horreur de ça, il ne veut pas que ce soit pour nuire à l'autre. C'est pas Oui. pour dire, mais s'il y a vraiment, et c'est ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire, je veux pas rester dans un pays qui m'est étranger ou loin de ma famille alors que je suis en train de me séparer de mon époux, j'ai besoin C'est de ça. soutien émotionnel, je rentre en France, j'ai un logement, ça coûte moins cher à mon époux enfin, mon ex, que si je restais dans le pays, par exemple. Il y a ça aussi à Mhm. rentrer. Et en plus, en France, j'ai un boulot, mes enfants ont des écoles,
C'est comme ça qu'il faut justifier le plus souvent pour montrer que c'est, même si les enfants, par exemple, il y a souvent des cas où les enfants, ils ont toujours vécu dans le pays d'expatriation. Oui. Parce qu'ils sont encore jeunes, etc. Et là, le père, par exemple, va dire, mais oui, mais c'est les déracinés, ils ont toujours vécu ce pays. C'est dans ce pays. Oui, mais faut regarder l'intérêt de l'enfant à plus long terme, en fait. Qu'est-ce qui va lui assurer une stabilité? Est-ce que c'est rester dans le pays d'expatriation ou est-ce que c'est d'entrer dans le pays d'origine? C'est, mais voilà, mais à la rigueur, comme je disais, le plus difficile, c'est quand tu vas avoir, comme dans ton cas, une séparation entre quelqu'un de local et quelqu'un qui veut rentrer en France. C'est ça, parce que si je me mets dans mon cas où j'ai 2 enfants et que la famille de mon mari, par exemple, est basée quand même aux États-Unis, bah moi je peux pas en tout cas émettre le cas du moi je veux me rapprocher de ma famille, parce qu'il peut très bien me dire non, parce que moi aussi j'ai ma famille ici pour subvenir en tout cas au soutien si nécessaire des enfants. Et ça c'est très compliqué, et d'ailleurs il y a beaucoup d'affaires qui l'illustrent malheureusement, la difficulté. On parle même pas du cas japonais, où là on sait que les enfants sont vraiment victimes de ce genre de situation. Enfin, comme je te dis, il y a pas de solution. Ça va être au cas par cas, et malheureusement, quand il n'y a pas d'accord entre les parents, c'est très très compliqué. Moi, je suis d'accord sur le principe, on se marie pour la vie, etc. Mais on sait que dans les faits, c'est pas toujours comme ça, et que les gens changent, et que même si on a un projet commun, on part en expatriation, en famille, c'est un projet commun, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. On sait qu'en pratique, il y en a un quand même qui va faire un sacrifice, même si on retrouve du boulot sur place, ça va peut-être pas être aussi bien que ce qu'on a laissé derrière en France. T'es en train de me dire que quand t'es partie au Japon, t'as fait un contrat de mariage du coup? Moi, je l'avais fait au moment de mon mariage. Mais moi, après, on fait des contrats de mariage. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, par des formations professionnelles, comme en France, j'ai travaillé dans une association qui s'occupait des orphelins et des veuves de sapeurs-pompiers. Je devais gérer, l'assistante des veuves. Et je savais ce que c'était que, qu'est-ce qui se passe quand ton mari décède brutalement et que t'as pas de moyens de subsistance. Bon, en France, on a quand même beaucoup d'aide, mais quand tu pars à l'étranger, et ça arrive souvent que on suit. Alors, quand t'as de la chance, t'as l'entreprise qui t'aide, tu vois, quand t'es en expatriation. Mais je vois à Hong Kong, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en contrat local, qui ont, et t'as pas forcément d'aide si t'as pas pris quelques mesures. On devait en parler aussi, mais l'histoire des testaments aussi, c'est super important. Il y a quand même certains, au-delà du contrat de mariage qui est quand même la base, l'autre point important quand on part à l'étranger, c'est de faire des testaments, de se protéger pour être sûr qu'en cas de décès, parce que souvent les gens partent, ils sont jeunes, ils se disent oh ça nous concerne pas, on sait jamais. Oui. Et malheureusement. Et j'ai eu le cas quand même sur le podcast de Christina, qui était une Brésilienne qui était mariée à un Français qui est décédée, et donc elle devait gérer du coup quand même sa fille seule du jour au lendemain, qui avait 18 mois quand même à l'époque. Oh là là. Et elle m'expliquait que heureusement, entre guillemets, l'entreprise de son mari avait géré tout l'aspect de déplacement du corps, du rapatriement du corps. Mais par contre, elle m'expliquait que elle, n'ayant pas eu le temps, entre guillemets, d'avoir la nationalité française, par exemple, elle ne pouvait pas, sachant qu'elle était seule, elle ne pouvait pas aller en France et élever sa fille qui était française en France parce qu'elle n'était pas française. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ouais, mais il y a des situations comme ça qui sont un peu compliquées justement. Et c'est pour ça que je te disais, là dans son cas, c'est peut-être qu'elle a pas eu elle avait peut-être pas les années pour avoir la nationalité du vivant de son mari, par exemple. Mais on se trouve dans des situations compliquées comme ça, et c'est pour ça qu'il faut vraiment, il y a un minimum à faire. Et c'est pas très compliqué. On se fait toujours une montagne. Mais tu vois, un testament, ça peut se faire très rapidement. C'est pas si compliqué que ça. Mais je pense que, moi, 50% de mon activité, ce sont les testaments pour les Français qui sont à l'étranger. Ouais. Beaucoup. Moi, c'est plus que les divorces, en fait, souvent. Ah bon? Ouais. Parce que tu vois, dès qu'il y a un décès dans la communauté française, que ça soit en France, en Angleterre, etc., ça, tu sais, ça travaille les gens.
parce que ça rappelle que il y a des choses à mettre en place, etc. Et dès qu'il y a un décès, j'ai beaucoup de travail. Non, mais c'est triste, je ris, Ouais. mais c'est pas drôle du tout, parce Non, que je sais. les gens se rendent compte que ils pensent qu'ils sont protégés, ils pensent que tout est en place et ils s'aperçoivent que les choses sont très très compliquées. Même avec un testament, hein. Je dis pas que les choses sont simples, mais au moins si tu as mis un testament en place où les choses sont claires, eh bien les choses sont plus simples. Mais c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est quand même extrêmement réglementé, toute cette partie héritage, testament et compagnie. Aux États-Unis, j'ai l'impression que tu peux écrire sur un morceau de PQ ce que tu souhaites léguer à quelqu'un, que ce sera quand même, ce sera quand même marqué comme tes will, tes volontés. Ouais. En fait, t'as des critères quand même, des conditions de validité. Le papier toilette, Oui. ok, mais il faut peut-être que ça soit signé devant 2 témoins. Ouais. Mais en fait, la difficulté, elle est pas tant. Alors, tu vois, t'as 2 choses quand tu parles de testament. C'est comme tu le dis, t'as une distinction entre des pays comme la France où c'est réglementé dans le sens où les héritiers sont protégés. Tu ne peux pas les déshériter. Ça, c'est Ouais. voilà. Ce qui est d'ailleurs un gros problème quand même, parce que, blague à part, ma défunte mère apparemment a vendu je sais pas, un terrain en Bretagne. Je crois que je vais recevoir 600 € du truc. Et tu vois, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de recevoir ce truc-là, en fait, parce que j'ai l'impression que ça va me créer plus de problèmes à devoir faire une taxe, nanani nanana. Et Mais toi, en tu peux gros, non. refuser. Ben oui, donc du coup, j'ai quand même refusé. Je me dis, Mmh. 600 balles, je préfère le donner à ma sœur. Mmh. Mais tu vois, je me dis quand même. Et donc, elle m'expliquait, non, donc, étant donné que vous êtes sa fille, vous devez. Mais quels sont mes devoirs? Quels sont mes. Droit. Ouais, exactement. Et je Mais veux c'est dire, ça. j'ai le droit de refuser, en fait, ce Oui, tu peux truc-là. Donc, refuser. Non, mais ça, là, en fait, tu peux toujours refuser. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Bon, c'est de la paperasse quand même de refuser. Hein. Ça se fait pas genre un coup de téléphone en disant non, je ne veux pas, comme ouais. t'as sûrement Ce qui est dû le dommage. voir. Ouais. Mais en tout cas, en fait, tu sais, c'est culturel. En France, voilà, on protège les héritiers. Aux États-Unis, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux léguer à ton chien, apparemment, si tu veux. Enfin, j'exagère peut-être, mais voilà. Oui, oui, oui. Donc déjà, c'est des systèmes qui sont complètement différents. Donc c'est pour ça que déjà quand tu pars à l'étranger, alors il y a des gens qui font les choses très bien. Moi, je sais quand je suis partie en expatriation, on s'est juste, comme tu le disais, enfin très justement, on s'est juste inquiété du contrat de travail de mon mari, de savoir ce qui était pris en charge, ce qui n'était pas pris en charge, si la santé était prise en charge. Mais ça m'est jamais venu à l'idée de me dire il faut que je fasse un testament, tu vois, en partant. Ouais. Il y en a qui le font. Il y en a qui font les choses bien. Ils vont voir la notaire et disent voilà, je pars à l'étranger. Et il y en a qui le font parce que en France, on va faire des testaments très rarement, entre guillemets, par rapport à l'Angleterre ou les États-Unis où c'est quelque chose, c'est monnaie courante, comme tu le dis, sur du papier toilette, etc. Parce que si tu le fais pas, il y a une loi qui va s'appliquer qui va pas forcément être convenir à ce que tu veux. En France, la loi, elle prévoit en gros que tes enfants héritent ou ton conjoint hérite, ce qui est un peu dans l'ordre des choses. Tu vois, donc c'est pour ça que les gens vont pas forcément. On va avoir un recours à un testament en France quand on a une famille recomposée, par exemple. On a des biens particuliers qu'on veut attribuer à ses héritiers d'une façon réglementée, enfin d'une façon précise, ou on veut augmenter la protection de son conjoint si jamais il arrive quelque chose, parce qu'on a on est compliqué, on a cette notion de régime matrimonial qui fait que en fonction du régime que tu auras choisi, tu auras une part différente qui sera attribuée. Tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est trop réglementé. C'est pour ça que les gens ne sont pas encouragés, entre guillemets, à aller faire un testament, Parce que alors que t'en as quand pas même, tu besoin. devrais. T'en as pas besoin parce que de toute façon, tu peux pas modifier grand-chose dans ton testament. Donc c'est pas comme en Angleterre, ou aux États-Unis. Tu sais que il faut que tu fasses un testament parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc résultat, en France, on n'a pas le réflexe de faire un testament. Si tu sais que de toute façon tu veux que tout aille à tes enfants, que tu sais que ça suive l'ordre de la loi, t'as pas vraiment d'intérêt à aller faire un testament. Donc le problème, c'est que quand tu pars à l'étranger, c'est pas tant, tu sais, la difficulté, c'est déjà les gens font une confusion entre la loi applicable et la fiscalité. Ah oui. Tu sais, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. C'est un autre sujet, oui. Voilà. Et donc souvent les gens viennent me voir en me disant ouais, moi je veux faire un testament parce que je veux pas payer d'impôts. Enfin, je veux pas que mes héritiers payent d'impôts. Donc déjà, on fait pas un testament pour ça, etc. Et en fait, la raison pour laquelle il est important quand t'es
français et que tu vis à l'étranger, de faire un testament, c'est pour déterminer quelle est la loi qui s'applique à ta succession, pour justement déterminer qui sont tes héritiers et qui va hériter de quoi. Et en D'accord. fonction du pays dans lequel tu vas habiter, les solutions peuvent être différentes, mais vaut mieux fixer dans ton testament pour que le règlement de ta succession soit plus simple. Parce que tu as déterminé qui sont tes héritiers, mais après, tu as le règlement de la succession qui est différent selon les pays. Tu sais, en France, tu vas avoir un notaire, si tu as des biens immobiliers, qui va t'aider à déterminer qui sont les héritiers, quelle est la part qui leur revient, quels sont les impôts tu vois, pour schématiser un petit peu. Oui. Et par exemple, si tu vas je prends l'exemple de Hong Kong ou de l'Angleterre parce que je connais bien, c'est une procédure judiciaire, le règlement de la succession. Donc, autant en France, t'attends que ton notaire fasse tous tes actes pour pouvoir hériter. Et Dieu sait que ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, mais dans les 12 mois du décès, dans les 6 mois du décès, tu dois avoir fait ta déclaration de succession. D'accord. Alors que déjà, quand le décès a lieu à l'étranger, c'est 12 mois. Mais par exemple, à Hong Kong, pour te donner des exemples concrets, là, je viens de terminer un dossier de succession qui a été ouvert en 1994. Oh, tu peux t'arrêter à 1900. Non, tu vois, de personnes qui étaient en France, mais qui avaient des liens avec Hong Kong, et le dossier a été bloqué pendant toutes ces années. Bon, c'était parce que aussi à l'époque, on n'avait pas c'est pas comme maintenant, comme je disais, on a plus de facilité à obtenir des informations ou à travailler avec des avocats étrangers. Mais voilà, la problématique, c'est que si tu fais pas un testament, déjà, ça va être très compliqué de pouvoir faire une succession, un règlement de succession, parce qu'à Hong Kong, par exemple, il faut déposer une requête devant le tribunal avec des tas d'éléments. Tu sais, tu parlais d'apostille, Oui, voilà, ces beaux documents, Voilà, tous ces documents-là, traduits, apostillés, des attestations, des legal opinions, comment on appelle ça en français, des attestations juridiques d'avocats pour expliquer le droit français, comment ça s'applique. Et moi, je me retrouve souvent à devoir expliquer à un juge hongkongais, qui pourtant, c'est pas mes premiers dossiers, la différence entre, le système de la nue propriété et de l'usufruit, tu sais, qui est très facile à expliquer à un juge hongkongais, qui te dit concrètement quelle est la part des enfants, quelle est la part des parents. En fait, la maman, elle a le droit d'utiliser la maison jusqu'à son décès, mais les vrais propriétaires sont les enfants. Oh là là, ouais. Et ça, tant qu'ils n'ont pas compris, ils ne vont pas te délivrer le fameux document qui te permettra de débloquer des comptes en banque. Et si les héritiers en plus ne sont pas d'accord, mais je pense que mais je rentre même pas là-dedans. Je ne rentre même pas. Là, je te parle juste d'un dossier tout simple où tu as une veuve qui essaie de faire débloquer les comptes en banque parce que elle n'avait pas fait, son mari n'avait pas fait de testament qui aurait pu un peu faciliter les choses. Je dis pas complètement, mais déjà un testament, ça permet d'expliquer plus concrètement, je suis français, donc la loi qui s'applique, c'est le droit français, et puis le droit français, il prévoit ça, donc si je décède, mes enfants auront telle part, et ma femme aura le droit d'utiliser la maison jusqu'à ce qu'elle décède, voilà. Tu vois, c'est des choses... le testament, il permet de faciliter les choses. Et je pense que... Alors après, tu as la question de est-ce que je fais un testament ou plusieurs? Mais du coup, ça me fait prendre une question, parce que du coup, moi, étant franco-américaine maintenant, tu sais, quand tu as la double nationalité, donc du coup, tu as double tranchant de loi, enfin double pays. Du coup, qu'est-ce qui est appliqué à moi? C'est le mode testament made in France ou made in USA, où je peux juste me faire mon petit papier toilette daté? Je sais pas par quel bout le prendre, mais en gros, tu peux faire un testament made in USA dans la forme, sur ton papier toilette. Tu peux le faire si tu veux. Après, ce qui est important, c'est le contenu. Oui. Tu vois? Donc, tu as deux aspects. C'est déjà faire un testament qui soit valable en sa forme, c'est-à-dire que en France, tu sais, c'est soit tu l'écris de ta main et tu le signes, tout est fait de façon manuscrite, soit tu vas avoir un notaire et ça doit être signé devant un notaire et deux témoins ou deux notaires. Tu vois, t'as le formalisme.
Et après, tu as des conventions qui disent, par exemple, si ton testament, alors je sais pas comment c'est aux États-Unis, s'il faut, enfin, tu vois, à Hong Kong, il faut que ça soit signé devant 2 témoins. En Angleterre aussi. Ça, c'est le formalisme. Après, s'il est valable, par exemple, si tu fais un testament qui est valable à Hong Kong, il sera valable en France et vice versa. En la forme. Après, le contenu, c'est autre chose. Et justement, le contenu, par exemple, toi qui es française et américaine, à la base... Si je veux tout léguer à mon chat, par exemple, en France, ils vont dire « Oh, coquine, t'as 2 petits-enfants, quand même. » Alors moi, je dis toujours, il faut regarder quels sont les risques. En gros, quels sont les risques que ton testament soit contesté. Si tes enfants, je sais plus, si tes enfants adorent le chat et sont d'accord avec ton choix, ils vont pas les contester. Donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'ils sont pas contents, ils vont dire, mais maman, elle était française, elle a fait une application du droit américain, c'est contestable, parce que ça nous prive, tu sais, c'est le grand débat, enfin, je sais pas, voilà. On va revenir dans les fameuses arrêts, les conflits familiaux. Voilà, de Johnny Hallyday et de Jean-Michel Jarre. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des enfants qui sont français, surtout qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en plein été l'année dernière en France qui dit que, enfin, sans rentrer dans les détails, si les enfants obtiennent une part qui est inférieure à celle qu'ils devraient avoir parce qu'on a fait application d'une loi étrangère mais qui a un lien avec la France, en gros, pour te résumer. Hein. Oui. C'est pas tout à fait correct ce que je dis, mais c'est l'idée. Ils peuvent contester. Donc, tu peux toujours prendre le risque de dire, moi, je suis américaine, donc je veux que le droit américain s'applique. Et parce que en fait, quand tu es française, le droit qui s'applique, il y a la loi française c'est une loi européenne, en fait, qui s'applique et qui a pour but d'harmoniser, le droit des successions au sein des membres de l'Union européenne. Je vois. Donc, et elle prévoit quoi, cette loi? Elle dit, pour savoir quelle est la loi qui s'applique à une succession, s'il n'y a pas de testament, c'est la loi de dernière résidence du défunt. Donc toi, si tu vis aux États-Unis que tu fais pas de testament, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Je vois. Ouais. Si tu fais un testament, tu as le droit dans ton testament de choisir le droit de ta nationalité. Donc toi, tu as le choix entre 2 nationalités. Donc tu peux très bien dire dans ton testament, je veux que le droit américain s'applique parce que ça me permet, enfin tu le dis pas, mais parce que le droit américain te permet plus de liberté. Ok. Et ce que je dis à mes clients souvent, c'est de regarder s'il y a un risque de contestation par tes filles. Non, je sais pas si t'as des filles. Oui, pas des enfants. Non, pas le chat ou les enfants. Voilà. Okay. Tu vois. Et voilà. Et puis, de toute façon, on sait jamais comment les choses se passent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu ça le concept. C'est pour ça qu'il faut mieux aller voir une personne spécialisée, mais c'est pour montrer la difficulté. La complexité, et c'est pour ça que je te disais, en France, en général, on fait pas de testament, comme je te disais, sauf si c'est pour protéger son conjoint survivant ou ses enfants ou désigner un autre tuteur, héritier. Les tuteurs pour les enfants. Parce que ça, c'est aussi un point qui est assez important. Il faut vraiment se pencher là-dessus quand on vit à l'étranger également. Ouais. Et avec quelqu'un de local, pour le coup. Parce que c'est la loi locale qui s'applique. Donc, ça sert à rien d'avoir fait une désignation de tuteur en France si tu vis aux États-Unis. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il te faut quelqu'un en local pour s'il t'arrive quelque chose. Surtout aux 2 parents. Ouais. Après, le testament, ça va dépendre, je dis toujours. Tu vois, en France, tu sais que le testament, il n'est pas indispensable, alors que dans des pays comme les États-Unis, enfin, je me prononce peut-être, mais si c'est comme à Hong Kong ou en Angleterre, c'est quand même très fortement recommandé de faire un testament, ne serait-ce que parce que il faut désigner un exécuteur testamentaire dans ton testament dans ces pays-là, parce que c'est eux qui font qui représentent le défunt et qui font la procédure en son nom de règlement des successions. Et que si t'as pas ça, c'est plus compliqué. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment... Après, l'idée, c'est de savoir si t'as des avoirs dans plusieurs pays, tu peux faire un testament qui sera valable dans tous les pays, mais ça veut dire qu'il faut attendre que tu fasses t'imagines, tu sais, moi j'ai souvent des clients qui sont français, qui ont vécu à New York, après Singapour, Hong Kong, Londres. Et en gros, c'est en fonction, si tu as besoin que tes fonds soient débloqués rapidement, il vaut mieux faire un testament dans chaque pays parce que tu as besoin du testament pour pouvoir...
Et si tu fais un seul testament, il faut attendre que la procédure soit terminée à Hong Kong pour pouvoir faire la procédure à Singapour. Ah ouais, c'est l'effet domino. Donc en Oh là fait, là. ça dépend des tu vois, si tu dis voilà, j'ai juste une maison à Londres et des comptes en banque à Hong Kong, je vais faire je suis pas obligée de faire les 2 testaments. Je peux très bien faire un seul testament qui couvre tout parce que je ferai ma procédure à Hong Kong pour ouvrir mes comptes et puis de toute façon la maison elle sera pas en vente, on va la garder, enfin les enfants la garderont, donc il y aura aucune urgence. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça dépend au cas par cas. Eh ben dis donc. Mais je pense que dans tous les cas, c'est mieux, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on nous avait recommandé quand on était étudiant, c'est que faut vraiment, quand on quitte un pays, c'est mieux de tout fermer, en tout cas en termes de compte bancaire et tout, pour s'éviter ce genre de Exactement. de complexité à gérer 10 ans après en disant ah mince, le compte à Dublin, j'ai oublié de le fermer. Le nombre de personnes qui me contactent en me disant mon papa est décédé, il était expat dans les années 60, apparemment il y a un compte. Oh la vache. Et en fait, la valeur qu'il y a sur enfin, c'est quand même de l'argent, mais les frais à payer pour un avocat pour faire la procédure de succession, ça vaut pas le coup, en fait. Ouais. Enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, mais... Donc, c'est pour ça que moi, c'est ce que je conseille, c'est de dire, on ferme ses comptes quand on part un pays, ou au moins, on fait ce qu'il y a à faire. Je vois souvent aux États-Unis, les gens ont des investissements aux États-Unis. Bien se rapprocher de le 401k et compagnie, les trucs de retraite. Bien être sûr, parce que là aussi j'ai des cas où on me contacte en me disant j'ai un héritage, c'est juste un compte investissement aux États-Unis, je sais pas quoi faire, et en fait le temps de payer les honoraires du lawyer qui va vous expliquer, enfin c'est hyper compliqué. Donc si vous avez des investissements, faire en sorte qu'ils sont faciles, enfin en cas de succession, que les héritiers ne se prennent pas la tête. Ouais. En tout cas, moi, la conclusion que je peux tirer de cet épisode, c'est qu'on comprend l'importance des avocats, parce que ça peut donner mal à la tête, et le but, c'est quand même de conserver ses cheveux. Ouais, non, mais c'est donc, même pour nous, hein. Ah, mais j'imagine. Surtout pour nous, je veux dire. Ah oui, non, mais d'où en fait la teneur et la subjectivité des cas, quoi, parce que clairement on s'en sort pas, quoi. Donc j'espère sincèrement que que nos quelques questions, même si bon c'est quand même difficile de faire des questions générales, que ça puisse au moins aider quelques personnes qui écouteront cet épisode. J'espère aussi. Enfin, l'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut prendre conseil. Et essentiellement, je pense, avec localement, déjà pour être sûr que, ne serait-ce que si on a des enfants, on part toujours de ça. Mais les gens pensent souvent à tort que désigner un tuteur, ça suffit. Non, il faut aussi faire un testament plus poussé pour parer à toutes les éventualités et faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à des fonds. Mais dans tous les cas, faut pas oublier que quand on rajoute une tierce personne dans sa famille, il faut en prendre la responsabilité de bout à bout, quoi, même quand on n'est plus là. Exactement. Écoute, moi en tout cas, Sarah-Jane, je te remercie énormément pour toutes ces explications, pour ce temps, pour merci à toi de m'avoir écouté. J'aime bien quand même poser la question, en fin d'épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, quand même, à titre personnel pour la suite? De continuer sur ma lancée. Oui. Et de m'épanouir dans cette belle ville qu'on appelle Leeds. De Leeds. Voilà, on finira sur Leeds, qui, on n'oublie pas, a un aéroport international. Donc, si vous voulez venir à Leeds, moi, je peux vous faire le guide touristique. Voilà. Tu fais guide. D'accord. Écoute, non, mais en tout cas, je sais que tu tiens aussi un podcast, c'est ça? Oui, qui s'appelle #divorce. Ok, très sympa. Non, et ça parle pas que du divorce, ça parle du divorce et du bien-être. Et on a plein d'invités pour, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner plein d'infos sur comment traverser les divorces, les séparations quand on vit à l'étranger. Et tu sais, tous les autres professionnels qui peuvent aider. Donc, que ça soit
sophrologue, on a eu D'accord. une hypnothérapeute. Enfin, tu sais, toutes ces personnes qui peuvent aider à se sentir mieux quand on vit une période difficile. Ok. Bah écoute, je trouve ça super intéressant. Donc, #divorce, c'est Voilà. ça? C'est le nom du podcast? C'est le nom du podcast. Très En bien. anglais Bah et en écoute, français. c'est noté. Et écoute, en tout cas, je relayerai tes informations si des gens ont besoin voilà, d'un avocat pour C'est différentes gentil. raisons qui concernent les droits de la famille. En tout cas, moi, je te remercie énormément à titre personnel de cet échange ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin de journée pour toi. Merci à toi, Cindy, et bonne journée. Bon week-end. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!